Ravi de vous retrouver dans Tie Break pour partir à la rencontre de votre jeu décisif. Vous savez, ces moments où tout bascule, où tout peut basculer, partir à la rencontre de nos invités pour découvrir leurs moments heureux, joyeux, douloureux. Et on accueille aujourd'hui Carl Olive. Bonjour Carl. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Plutôt pas mal. Se retrouver dans un endroit aussi singulier, ça fait plaisir. Ici, c'est le Mikado. Ici, on dansait tout ce que Pigalle a pu connaître de people, de stars. Je sais que vous aimez chanter. On vous en a beaucoup parlé et je sais que c'est quelque chose qui, peut-être d'ailleurs, qu'à un moment donné, je ne sais pas, peut-être qu'on verra. On verra. Député des Yvelines, ancien maire de Poissy. Moi, j'ai envie de vous appeler Monsieur 100 000 volts. Ça vous va ou pas ? Très bien. C'est Gilbert Bécaud. Ouais. Monsieur croque la vie. Monsieur, je me prends pas la tête et je vis toutes mes vies comme j'aimerais qu'elles soient pour les amis et mes enfants. Moi, ce que je trouve vraiment passionnant, je voudrais simplement montrer ce livre parce que je me suis amusé en préparant l'émission. On n'est pas KO, la France est dans les cordes, mais elle n'est pas KO. Ça, c'est le dernier livre de Carl Olive, lisez-le. Parce qu'il y a à la fois la vie de Carl Olive et puis 20 propositions très concrètes. Parce que peut-être que Carl Olive va se présenter à l'élection présidentielle un de ces jours, on ne sait pas. 20 propositions, Arnaud, très concrètes parce que validées par le terrain, donc validées par les Français. Absolument. Ça, c'est important dans le logiciel. Dont une qui m'a tenu et qui m'a attiré l'attention, c'est le fait de faire 2 heures de sport aux agents municipaux, quel que soit le sport, activité sportive, sur le temps de travail. C'est là où on voit ta passion du sport et l'importance que le sport, et on va y revenir, a eu dans ta vie. Oui, le contrat gagnant-gagnant. D'abord parce que mens sana in corpore sano, on est un esprit sain dans un corps sain. Je n'ai pas inventé la machine à courber les bananes pour le deviner, mais quand on fait du sport depuis qu'on est môme, moi c'est ce que j'ai fait avec mes 5 frères et sœurs. Depuis que je suis gamin, je joue au foot, je fais de la course à pied. Tous mes frères ont fait du football. Ma sœur également, on y reviendra, a été une très grande sportive. Et donc on a le sport chevillé au corps. Et quand je suis devenu maire de Poissy en 2014, j'avais cette idée de proposer quelque chose, ce petit truc un peu supplémentaire aux collègues agents, aux administratifs de la ville de Poissy, parce que si le politique a une impulsion politique, il faut aussi que les agents puissent relever le défi. Et relever le défi, quand on est capable, par exemple, pendant 3 ans, de diminuer le budget de fonctionnement d'une collectivité de 25%, de ne pas augmenter la pression fiscale, c'est pas simplement les politiques qui font ça. C'est aussi parce que les agents relèvent le défi. Et je trouve que c'est ta touch, c'est une espèce de bon sens vécu à Poissy. Revenons à ta vie de gosse. Tu es né en mars 69, dans une fratrie de 5 enfants. Ouais, 6. 6 enfants. Il ressemble à quoi le petit Carl Olive avant qu'il devienne patron de Canal, des sports de Canal, qu'il devienne député, avant qu'il monte une chaîne de télé, avant qu'il fasse... C'est qui le petit Carl D'abord, Olive ? merci de me poser cette question parce que moi, je sais d'où je viens et je crois que c'est la raison pour laquelle je sais aussi où je vais. Et je me souviens trop bien de l'amour que ma petite maman a pu donner à tous ses enfants. Ma maman était orpheline très tôt, à 3 ans et 5 ans, bretonne. C'est pas évident de premier abord. Carl Olive, on se dit, tiens, c'est pas breton. Ben si. Ah bah, ma maman s'appelait Morvan, donc tu vois, on est du Finistère Sud, d'un petit bourg qui s'appelle Spézette, où j'ai encore de la famille, des cousins qui ont 120 vaches, 112 hectares. Donc, comme je le dis souvent, aller sentir le cul des vaches, on sait ce que ça veut dire, au sens propre comme au sens figuré. Et ça m'a toujours marqué. Ça, c'est la première chose. Quand on est issu d'une famille nombreuse, Arnaud, on ne peut pas parler à la première personne du singulier. On est toujours à la première personne du pluriel. Ma petite maman, à qui je pense tous les jours, elle préparait le repas pour 8 à la maison, pour 8, tous les jours. Table matin, fermière. Hein. Midi et soir. Table fermière, avec des bancs. C'est exactement ça. Et chacun avait sa petite tâche, etc. Et il n'y en avait pas un qui ne faisait pas pour l'autre. On était toujours au nous. Là où on a tellement de personnes qui sont au jeu et qui se plaignent pour plein de petites choses. Et puis, on vient du quartier populaire, puisque moi, mon papa a fait 42 ans de crèmerie chez Simca, chez Chrysler, etc. Mes 4 frères ont fait l'école Chrysler. 42 ans de crèmerie, ça c'est un vieux terme ouvrier, ouais, ça. 42 ans de crèmerie, 42 ans dans la même entreprise. Exceptionnel, avec une mobilité sociale verticale propre aux années 70, c'est-à-dire que le papa était ouvrier, le fiston devenait rentrait dans... On faisait rentrer bien sûr. Exactement, et puis ça a été le cas pour mon frère qui est né en 56, mon deuxième en 57, mon troisième en 58 et le quatrième en 61. Donc quand on est là et qu'on est en plus, je dirais, donc issu d'une famille nombreuse et qu'on est sur la dalle dans les quartiers populaires, je veux dire que la vie est belle. Et donc, c'est comme ça que moi, je me suis un petit peu forgé. Toujours avec cet esprit à la fois du public et l'esprit d'être heureux malgré les cicatrices de la vie. Mais il y a quelque chose qui ressort. D'abord, tu ne m'as pas répondu sur le Carl Olive enfant. C'était qui ? Parce que quand on te voit, tu es
extrêmement dynamique, extrêmement emporté, enflammé, passionné. Il était quoi? Il lisait, il faisait que du sport, il avait besoin de se défouler et courir dans tous les sens. C'était qui le petit Oui, Carl c'était Olive? ça. C'était toujours être en mouvement et à l'affût de tout. Et aussi être disponible pour l'autre et aussi consoler les potes qui n'allaient pas, aussi consoler les copains de classe qui avaient des petites, voilà, des petits états d'âme, des petites maladies d'amour, etc. Et aussi être là quand, à 2 heures du matin, quelqu'un va crever sur la route, crever le pneu. Hein. Ouais, T'as j'avais bien vu comme compris. ça. Ouais. Et ça, c'est important. Et puis moi, j'ai beaucoup de relativité à la vie. Malheureusement, j'ai perdu ma maman en 2015, j'ai Oui. perdu un frère en 2016, j'ai perdu mon père en 2017, j'ai perdu mon beau-frère de 49 ans en 2018, et j'avais déjà perdu mon frère aîné de 1956 en 2002. Donc, je suis amputé à vie. Je suis amputé à vie. Mais une fois qu'on a dit ça, toutes les conneries du quotidien, tu ne crois pas qu'il n'y a pas plus important que cela? Donc moi, toutes les personnes qui se plaignent, moi, je ne suis pas responsable de l'état d'âme de l'autre. Je ne l'ai jamais été. Dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, je me suis toujours dit, celui qui se plaint, il faut qu'il ait vraiment des raisons de se plaindre. Parce qu'il y a tellement de belles choses à faire dans ce pays. Et on a un si beau pays. Moi, c'est mon précepte de base. Donc voilà un petit peu comment moi, depuis que je suis môme, j'ai cette approche de la vie. Mais Karl, dans les années Et c'est 50... pas du voyeurisme, hein, ce que je te dis, Non, c'est non, ce non, que je non. ressens au plus profond de moi. Mais non, parce que d'abord, tu as dit plusieurs fois ma petite maman. Mm. Tu lui as consacré une chanson de Michel Sardou qui est très belle et que Ouais. tu chantes très bien, justement en lui rendant Ouais. hommage. Et cette chanson, Ouais, elle est un ouais. peu troublante d'ailleurs. Ouais. C'est le fils qui découvre Ouais. que sa maman était une femme. Mm. Et donc, c'est une belle chanson. Mais dans les années 50, on réussissait sa vie avec des gants de boxe parce que quand on était d'un milieu populaire, bah, c'était la boxe qui nous faisait réussir. Toi, tu t'es dit, je vais réussir ma vie comment? Parce que tu t'es extrait de ta condition sociale, puisque c'est Oui. de ça dont il est question. Mm. Comment on s'extrait de sa condition sociale? En croyant que le plus beau reste à venir. Et en ne faisant pas du tout de complexe d'infériorité ou de supériorité par rapport à sa condition sociale. Moi, je revendique, et je suis le plus heureux du monde de dire que ma petite maman a été fils de fermière, que mon père a été ouvrier et qu'il en est sorti cadre, que l'un de mes frères a commencé comme taulier, les tôles sur les voitures, a terminé par dessiner le cul d'Ariane chez Dassault. Et je crois vraiment à cette... Méritocratie ouvrière. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours considéré que le travail entraînait le talent et que le talent entraînait la chance et la réussite. On ne peut rien faire sans boulot. On peut dire tout ce qu'on veut, on ne peut rien faire sans boulot. Je te donne un exemple. Michel Platini, Oui. dont on disait qu'il avait des mains Très à la bon place des tennisman pieds. d'ailleurs. Très bon tennisman aussi, et Ouais. golfeur, etc. Mais Michel Platini, dont on disait qu'il avait des mains à la place des pieds. Mm. Mais pourquoi? Parce que Platini, après les entraînements, restait 1 heure, 2 heures avec Jean-Michel Moutier pour faire des coups francs. Je te ferai la même chose avec Jean-Pierre Papin et ses fameuses papinades, ou avec Zinedine Zidane et puis ses crochets enroulés. C'est des gens qui sont exceptionnels, mais ils bossent, ils bossent, ils bossent. C'est marrant, hein? Tous ceux qui bossent dans la vie, et on a des amis en commun, ont toujours réussi grâce au travail. On ne réussit pas parce que tu t'appelles, je ne sais pas quoi, tu es le fils de Platini, ou je sais pas, ça ne sert à rien ça. Bon, C'est ça l'histoire. C'est vrai sans être vrai. Parce que sortir de sa condition oblige à travailler plus que les autres. Je crois pas. Quand on a un nom, on a plus de chance dans la vie. Je crois pas, Arnaud. Très honnêtement, je crois pas. Moi, quand j'ai eu 7 ans ou 8 ans, je me suis dit, un jour, je ferai un métier public. Alors au départ, je voulais être instituteur. Et puis un jour, en dernière année au lycée, ma proviseure m'a convoqué, entre guillemets, pour me dire c'est bien, c'est noble ce que vous voulez faire, mais en fait, vous êtes en mouvement perpétuel, vous aimez les gens. Vous allez vous enfermer. C'est un peu ce qu'elle m'a dit. Bah ouais. oui. Elle m'a dit moi, je vous verrai plus dans un métier public parce que vous aimez les gens, et j'ai toujours dit qu'aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Mais quand même, Carl Olive, la réussite est belle. On va revenir sur le parcours sportif, Chatou, Poissy, le sport. Mais en politique, le Carl Olive qui vient de la table fermière avec sa fratrie, la petite maman, qui se retrouve à l'Élysée, ou qui se retrouve avec des élus politiques qui sont pour certains des héritiers et des gens très riches, comment ils vous regardent? Est-ce que vous sentez dans leur regard un peu de condescendance, j'ai même un peu de mépris parfois même? Bon, d'abord, Arnaud, moi, je ne regarde pas ça. Je m'en contrefous. Non, mais j'entends bien. Non, mais moi, je ne regarde pas ça. D'abord, je m'en contrefous. Et ça, c'est, je dirais, du récepteur à l'émetteur. Et moi, émetteur, je me suis jamais posé de questions en me demandant si j'avais été là, j'aurais peut-être fait mieux, ou si j'avais été là, j'aurais peut-être fait mieux. Alors, jamais. Non, mais moi, je vis l'instant présent. Moi, je me mets aucune barricade. Et c'est pour ça que je suis un peu fou par rapport à ça. Parce que je suis capable de tout faire. Si jamais je le sens, je vais le faire. Et c'est pour ça qu'on me dit que je suis un électron libre. Bah, je suis très fier. Je dis souvent que je suis moi, les autres sont pris. Je suis moi, les autres sont pris. C'est une jolie phrase. Bah oui. Qui dans ta vie t'a
t'a permis d'être ce que tu es. On a entendu ta maman, on a entendu la famille, on parlera probablement de ta sœur et du sport. Quel est l'homme, quel est celui qui t'a permis d'être l'homme que tu es aujourd'hui? D'abord, ce que je constate, c'est que c'est pas un homme ou une femme, mais c'est des rencontres et il n'y a pas de grandes ou des de petits petites cailloux sur le rencontres. chemin, quoi. C'est des magnifiques pierres sur le chemin à polir. Moi, typiquement, je pense à ma proviseure qui m'a conseillé de faire ça. Ensuite, je me retrouve à Paris 1 Tolbiac, et puis à l'époque, il n'y a pas de Parcoursup. Et puis on me dit, il n'y a plus de place pour faire art et communication, parce que je voulais faire un DUG art et communication à l'époque, en 1987. Et je me retrouve dans l'après-midi à Saint-Denis, Paris 8 Saint-Denis, c'est pas les Champs-Élysées, et je vais faire 4 ans à Saint-Denis exceptionnel. En communication. Éducation, communication, animation. C'est Et ça. comme je suis à Saint-Denis, et que les plateaux télé, les studios télé ne sont pas loin de Saint-Denis, Ouais. je me retrouve à faire des trucs à la con, des jeux télé. Mais pas pour gagner des machines à laver, j'en ai gagné, pas pour gagner des frigos, pas pour gagner Moi des aussi, frigos, j'en ai fait. etc. Ouais. Pour, en fait, simplement pour me faire remarquer. Et un jour, comme toi, il y a un monsieur qui présentait une émission qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard » Et je dis « Je voudrais prendre votre place. » Et voilà Comme ça. Et j'ai terminé l'émission en direct comme ça. Et je suis devenu responsable des invités, et puis derrière responsable des candidats. Et un jour, première grande rencontre à Lille, je me retrouve avec monsieur Péricard, qui était Michel Péricard, qui était à l'époque le député maire de Saint-Germain-en-Laye, mais qui a été aussi un des monstres de l'ORTF en termes de présentation, qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Je lui dis « Prendre votre place. » Il y a du culot quand même. Hein. Oui, il y a de l'audace. Oui, l'ouverture d'esprit, pas une fracture du crâne. J'ai quelques petites j'ai vu. comme ça. Il y en a quelques-unes qui passent beaucoup dans les médias d'ailleurs. Et puis qui parfois veulent rien dire, mais c'est pas grave. Mais la machine à combrer les bananes, tu l'utilises souvent. À courber les bananes. D'ailleurs, c'est tiré d'où ça d'ailleurs? Tu le sais? Je suis content, je l'ai peut-être entendu un jour. C'est tiré d'un film de Cyril Collard. D'accord. C'est l'objet d'un fou rire absolument incroyable sur la scène où le couple rencontre une fille qui est un peu nunuche. Et l'un des deux lui dit, mais attends, elle n'a pas inventé la machine à cambrer les bananes. Et c'est tiré de ce film. À courber. Ils disent cambrer. Ouais. Donc je pense qu'il y a deux écoles. Voilà. On est deux écoles sur la banane. Et donc, monsieur Péricard me dit, j'ouvre une télévision locale dans un mois. Donc forcément, je sais quand est-ce que c'est. Novembre 1989. Et un mois plus tard, 18 décembre 1989, je suis embauché par monsieur Claude Lefebvre, qui va être aussi un personnage qui lui, va m'éduquer professionnellement. C'est-à-dire qu'il va bien faire comprendre que le métier de journalisme est un métier où on va chercher l'information. Et quand on dit information, c'est information. C'est pas péri-information. Et qu'une conférence de rédaction qui a lieu à 8h30, elle n'a pas lieu à 8h31. Et que quand on va retransmettre des obsèques ou se retrouver sur des endroits qui sont des endroits malheureusement parfois dramatiques, on n'y va pas en jean troué. Moi, j'ai été éduqué professionnellement dans le métier par monsieur Lefebvre. Et puis derrière, de la même manière, j'ai rencontré monsieur Hidalgo, Michel Hidalgo, encore un Michel, et puis après Michel Platini, et puis un Michel Prost, qui a été... alors Michel Prost, c'est pas le plus connu quand on parle de Michel Platini, Michel Hidalgo ou Michel Péricard, mais Michel Prost a été d'abord un international de football au Paris Saint-Germain, mais surtout le secrétaire du comité d'entreprise des grandes années chez PSA. Peugeot, Talbot, etc. Et il organisait des journées portes ouvertes où il y avait 50 000 personnes. Et je présentais ces journées portes ouvertes. Et il a été un formidable entertainer, un manager, pour montrer comment on pouvait, dans la médiation, dans le management, respecter l'autre. Et ça, c'est très important. Donc, tu vois, il y a eu plein de petites choses comme ça. Puis un autre Michel Denisot, que j'ai rencontré. Il y a beaucoup de Michel, et avec lesquels ça a été juste des moments de vie exceptionnels. Et souvent, on dit il a du pot, il a rencontré des grands, des stars, etc. Mais la vérité, c'est que les plus grands sont les plus simples. Hein. Les plus grands sont les plus simples. Mais tu as quand même osé faire des choses, tu étais audacieux et tu avais quand même, je le redis, et ce n'est pas du tout un jugement, envie aussi de réussir ta vie, quoi. Oui, mais réussir sa vie, ça veut dire quoi? Moi, typiquement, pendant le Covid, où je vais chanter tous les jours, parce que les aînés... Oui, c'est le début là, oui, parce que ta gloire sur les réseaux, je chante. Non, mais tu vois, la personne aînée de 70 ans, du jour au lendemain, elle se retrouve enfermée sans aucun lien social. Sans aucun lien social. C'est-à-dire que toi, petit-fils de Martine, qui a 75 ans, tu ne pouvais pas aller la voir. Et ces personnes-là, ça a été terrible. Donc, elle me disait... Monsieur le maire, à l'époque j'étais maire, est-ce que vous nous feriez pas une petite chanson au goûter, etc. Au début, je me suis dit, mon chaos, tu vas faire ça, tu crois? Je me suis dit oui, parce que si ça lui fait plaisir à elle, peut-être que ça fera plaisir à d'autres. Tu t'appelles ton chaos. Non, mais parfois voilà. L'entretien le plus important et le plus négligé est l'entretien avec soi-même. Alors là, juste, c'est un détail, parce que je viens d'avoir une fulgurance. On n'est pas chaos, bien sûr. Je découvre qu'il y avait le jeu de mots là.
Un Non, mais peu. tu te rends compte le vide sidéral dans lequel je viens de tomber? En fait, je viens de voir que dans ton livre, On n'est pas KO, c'était Carl Olive. Voilà. Tu vois, comme quoi on en apprend Et tous donc, les jours. et donc, j'ai fait tous les jours à 16h, j'ai fait une petite chanson pour les aînés qui était diffusée sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait à la fin un petit récital avec les personnes âgées. Il y avait une centaine de personnes derrière des barreaux, avec les masques, etc. Et ce jour-là, j'ai reçu un message du président de la République à minuit et demi qui m'a dit mais Karl, t'es vraiment un fou. Je dis, bah oui, président, je suis peut-être un fou, mais je suis content. Regardez, il y en a deux, trois qui sont heureux. Et s'ils sont heureux, moi, ça me rend heureux. C'est pas compliqué la vie. Mais le président de la République, donc il s'agit d'Emmanuel Macron, Mmh. il a été attiré par quoi? Par ce côté fou, certes, mais par ce côté origine populaire, maire, terrain, capable d'affronter tout. Bon, d'abord, le président de la Qu'est-ce République. qui lui a plu chez... D'abord, le président de la République, je le rencontre en 2014, puis en 2016 à un concert d'Elton John. Donc, tu vois, on est très loin de, Ouais, pas mal. on est très loin de la politique. Et j'ai face à moi un mec comme toi et moi, c'est-à-dire qu'il a un cœur qui bat comme nous, et il est capable de parler comme nous quand on le prend pas pour, pas par condescendance, mais et moi, à l'époque, il est jeune ministre de l'économie. Non, moi, il me considère pas comme un maire, il me considère pas comme un ancien patron des sports de Canal, il me considère comme je suis moi. En revanche, il sait que quand je lui dis quelque chose, c'est pas forcément pour lui plaire, mais c'est pour lui rendre service. Donc il a besoin de personnes comme toi. Je sais pas s'il en a besoin. Pour lui faire remonter des choses Mais un en peu tout cas, réelles, quoi. je sais que. T'es pas un courtisan, c'est ça que tu veux dire? Ça, je suis pas un courtisan. Bah, si j'étais un courtisan, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais été ministre. Donc, je l'ai jamais été et je suis très bien comme ça, même si on m'a prêté plein de choses, etc. Mais je suis toujours l'ami, le pote du président Macron, parce que moi, je suis pas de ceux qui vont tirer sur l'ambulance. Donc, c'est pas simple. Je suis parfois pas du tout d'accord avec lui. Je lui dis, mais quand je lui dis quelque chose, je sais qu'il m'écoute, non pas en mono, mais en stéréo. Mais on y lit quand même dans ta ligne de vie qui est absolument exceptionnelle, une petite pointe de déception. Parce que je trouve que, et ce n'est qu'un point de vue, mais tu as été peu récompensé de tout le travail que tu as fait, et d'ailleurs qui ressort dans ce livre, c'est-à-dire travail de terrain, d'analyse, de propositions concrètes. Tu as été peu récompensé. Est-ce que tu es victime de ce que tu es, de ta personnalité? Tu es victime de quoi finalement? Mais Arnaud, je ne suis victime de rien du tout. T'assumes ce Moi, choix. j'ai toujours été acteur de ma vie. Jamais spectateur de celle des autres. Donc, mais moi, j'ai aucune frustration par rapport à ça. Je suis même le plus heureux du monde. Je suis très heureux de partager ce bouquin qui est le 12e. La moitié sont des livres sur le foot, hein, je le dis. La moitié, c'est le foot. Exactement, Ouais. j'ai compté. Et la moitié, c'est la politique. Tu vois, le premier, c'était par exemple sur l'apprentissage, parce que ce que je considère comme un passeport pour l'emploi, qui s'appelait Il y a du boulot pour les jeunes. Ça, c'était au Rocher. Mais non, moi, j'ai vraiment aucune frustration. Mais c'est vrai que je suis très heureux de pouvoir faire des bouquins. Je suis très heureux d'être sollicité sur les médias. C'est pas moi qui les appelle. En général, on me sollicite. Pourquoi tu considères comme un bon client, comme quelqu'un qui a Je dis pas un bon client, mais en tout cas, ils savent qu'avec moi, j'arrive pas avec des éléments de langage qui sont tout préparés et je veux mettre une main devant, une main derrière. Alors ça. Puis, quelque part, comme j'ai toujours eu cette liberté de penser et cette liberté d'expression, qui parfois ont aussi montré que ça apportait ses efficacités. Je n'ai pas les codes politiques quand je rentre à la mairie de Poissy, mais j'y entre en étant élu au premier tour avec 63%. Un an après, je suis élu au département avec 78%. En 2020, je suis réélu à Poissy avec 75,6%. J'ai jamais fait Sciences Po, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques, mais j'ai jamais fait Sciences Po, j'ai jamais fait l'ENA, et c'est très bien pour celles et ceux qui tu vois que ça ressort. Oui. Je ne suis pas de ce monde-là, des héritiers ayant fait des belles écoles. C'est juste parce que dans cette société où on veut toujours monter les uns contre les autres, etc., pour moi, c'est pas le sujet. Tes racines, tu assumes tes racines, évidemment que j'assume et elles t'ont fait grandir. Mais bien sûr, et elles continuent de me faire grandir. Et moi, je prends mon pied. Tu vois, ce matin, je suis parti à 8h15 faire une petite course à pied avec mes 2 chiens, et je suis le plus heureux du monde. Toi, si ça, c'est pas la belle vie, c'est quoi? Juste un mot, c'est une question un peu facile, certes, mais si tu n'avais pas eu cette vie, tu aurais fait quoi? Parce que tu nous parles quand même d'animation scénique, tu as quelque chose de très joué, de très... J'ai le sentiment que tu aurais pu aussi être un comédien. Est-ce que ça t'aurait plu? Comédien, c'est plus compliqué parce que pour le coup, là, j'ai fait une scène dans le film 4-0 de Fabio Antonente il n'y a pas très longtemps. C'est un vrai métier, hein. Faut pas croire. Hein. D'abord, on croit que c'est un vrai métier. On va te voir au cinéma.
Il est au cinéma. Il est au cinéma. Ouais, ouais. C'est un vrai boulot. Non, mais j'aurais fait ce qui m'aurait plu, c'est-à-dire quand j'étais patron des sports de Canal et que je présentais des émissions, j'étais le plus heureux du monde. Puis à un moment donné, on souhaite écrire un nouveau chapitre. Mais quand je chante, je suis le plus heureux du monde. Et puis je suis très heureux de pouvoir chanter avec Barbelivien, avec Richard Sanderson, et c'est avec mon fiston de 10 ans à l'époque. Moi, j'ai toujours pris mon pied, mais voilà. Puis là, je suis avec ma petite stagiaire et puis mon attaché parlementaire. Je suis content d'échanger avec eux. Moi, voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que je veux surtout pas changer par rapport à ça, parce que, disons-le, et c'est pas du tout un jugement. Je vois bien, regardons depuis surtout le deuxième quinquennat, depuis 2022, le nombre de ministres qui se sont succédés. Bah, ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, les ministres, c'est comme le sucre dans le café. Plus tu les cherches, moins tu les trouves. Parfois, tu deviens ministre, du jour au lendemain, on ne te voit plus. Ouais. On ne te voit plus, tu as l'impression que c'est Bernardo dans Zorro. Ils ne parlent plus, ils sont muets, etc. Ah, moi, je suis très heureux d'être comme je suis. Hein. Très heureux d'être comme je suis. Hein. Donc, je suis demandeur de rien. C'est une question un peu à la Patrick Bruel, mais quand même, tu te vois où là dans 5 ans? Parce que c'est vrai que la situation politique est complexe, situation internationale assez effrayante. Tu te vois toujours dans 5 ans à faire les marchés, serrer des mains, écouter ce que dit la vieille dame, rendre service à la mère de famille? Est-ce que c'est ça finalement qui anime ta vie, ou est-ce que tu le fais d'une manière un peu mécanique? Non. C'est ça le moteur de ta vie? Ouais. Ah non, je le fais absolument pas de manière mécanique. C'est intéressant ce que tu me dis, Arnaud, parce que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est marrant, tous les jeudis, depuis maintenant presque 15 ans, tous les jeudis, je suis au marché du quartier populaire de Borgard où je suis né. Tous les jeudis. Avec mon petit circuit, comme les petits vieux, les petites vieilles qui font toujours le même circuit, etc., serrer les louches, embrasser tout le monde, etc. Et la personne me dit, et c'est une très grande qualité pour moi, de dire, j'ai l'impression que tu prends plus ton pied ici que d'être dans une séance dans l'hémicycle, là où il y a tellement de personnes qui aimeraient y être. Ben, c'est la vérité. Je suis très heureux, je me force absolument pas. Parfois, chez moi en famille, on me dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais faire mon petit tour de marché, puis derrière, je vais ouvrir ma permanence, et puis on va faire notre petit kir cacahuète comme d'habitude, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je ferai en revanche? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je ferai plus tard? Je ne sais pas, mais je me suis jamais posé cette question, parce que quand j'étais patron des sports, j'étais à milieu d'imaginer qu'un jour j'allais devenir maire de Poissy. Quand j'étais responsable des invités, c'était à Lille avec M. Péricard, j'étais à milieu d'imaginer qu'un mois plus tard, je serais pigiste au sport avec M. Lefebvre, etc., etc., etc. En revanche, j'ai toujours été positif. J'ai toujours été incontournable en ce sens où, si tu me demandes un truc, je vais faire Rudy les bons tuyaux. Je vais me mettre en 8 pour te rendre service. Aider ton prochain, enfin, en tout cas accompagner le prochain. Aider ton prochain. Et ça, je pense que c'est aussi mes racines familiales. Avant d'ouvrir le jeu, tu sais qu'il y a une séquence Mikado qui est assez géniale parce que les invités vont jouer au Mikado, on va jouer au Mikado. Enfin, ça nous rappelle peut-être nos souvenirs de ski, d'enfance, je ne sais pas. Ton jeu décisif, JE décisif, ça a été quand pour toi? À quel moment tu t'es dit, je suis en train de jouer quelque chose d'important dans ma vie? Le jour où j'ai perdu mon frère aîné. Et on sent que c'est quelque chose qui a été douloureux. Très, très douloureux, parce que, encore une fois, tu es amputé. Hein. Donc, le jour où j'ai perdu mon frère aîné, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, c'était un jeu décisif, parce que tu te dis que jamais plus rien sera comme avant. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Et en même temps, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, parce que quand t'es papa et maman, perdre son enfant, tu vois, c'est compliqué. Donc, pour moi, ça a été un jeu décisif. Et aussi, en quelque sorte, une libération sur et arrêtez de nous faire chier avec toutes vos conneries du quotidien. Plus jamais on me fera chier avec les conneries du quotidien. Donc, tous ceux qui se plaignent autour de soi. Le choc que tu traverses, que tu subis à travers la perte de ton frère, te fait prendre du recul sur la vie. Bien sûr. Donc tu vois plus les choses pareilles depuis ce moment, depuis ce que tu as vécu comme deuil. Oui. Parce que moi je me dis, finalement, le compte à rebours il est là, mais tout le monde se le dit. Et puis finalement, j'aurai le temps de me reposer une fois que j'aurai fermé les yeux. Tu vois, donc, die, hein, on y va. Mais qu'est-ce qu'il avait de si fort, ce grand frère? C'était un guide, puis c'est le choc de la vie, parce que c'est malheureusement la première pièce d'impulse qui s'en va, et que jamais le tableau sera plus le même. C'est-à-dire que forcément, tu as un déclic qui fait que le Noël suivant, le grand frangin qui était mon parrain n'est pas là, que l'anniversaire il n'est pas là, et puis que ta maman, elle meurt avec lui finalement, petit à petit, elle est consumée complètement. Donc oui, ça a été un jeu décisif, mais pas un jeu décisif mortuaire. Ça a été un jeu, je ne veux pas dire salvateur, parce que c'est évidemment pas ça. De prise de conscience.
Oui, une prise de conscience et c'est surtout de se dire, voilà, carpe diem. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis un fou furieux de pouvoir tenter toutes les aventures. Moi, c'est rendre possible l'impossible. Hein. En tout cas, sache que moi, j'ai adoré ton espèce de coup franc ballon, La lucarne. la lucarne. Enfin, je sais pas combien ça a fait de vues, ce Oui, truc. ça, 7 millions. 7 millions. Ouais. Bon, moi, Cyril Hanouna, attention. Attention. Parce qu'avec mes pompes de premier de la classe, je peux faire de la concurrence. Moi, ça fait 2 fois qu'on se rencontre. Je fais une première interview avec toi. Tu as déjà ces chaussures et quand tu C'est arrives, peut-être pas les mêmes. Hein. alors c'est peut-être pas les Non, mêmes. c'est pas les mêmes, Tu as quand même. probablement changé de chaussettes depuis. Oui, de petites culottes aussi. Culottes, caleçons, enfin ce que tu veux. Mais quand je te vois arriver avec ces chaussures, c'est au Congrès des maires et tu vas me rejoindre pour une petite interview là un peu plus politique. Et quand je vois ces chaussures, je me dis mais pourquoi il a mis ces chaussures? Alors là, tu reviens une deuxième fois avec moi. Tu as de nouveau ces chaussures ou en tout cas cette collection de chaussures. Pourquoi ces chaussures dorées de scène? On a l'impression que tu vas faire l'Olympia ce soir. Tu veux que je te le dise? Ouais, vraiment. Ben, je t'emmerde. On va passer à la séquence Mikado. Eh ben, c'est très très bien comme ça. Séquence Mikado. Séquence Mikado, un Mikado. Karl, ça fait combien de temps que tu n'as pas joué au Mikado? Ah, ça fait quelques années. Enfin, franchement, j'ai des mains, c'est des pieds. Donc, à mon avis. Ah, c'est comme Platini en fait. Non, lui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mince. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Bah, joue avec tes pieds alors, joue au Mikado avec tes pieds. Non, je blague parce que ça va nous ramener à tes chaussures et tu n'as pas voulu répondre sur ces chaussures que je trouve par ailleurs très belles. Je voulais quand même te le préciser. On joue? Allez. Alors, tu connais la règle, évidemment. Je le repose car c'est moi l'arbitre, hein, c'est moi qui décide. Hop, tu choisis ce que tu veux. Si, bien sûr, tu trouves un bâtonnet sans faire bouger la structure, tu auras une question gentille. Inversement, tu auras une question pas cool. D'accord. Alors, tu n'as pas à choisir, tu as juste à jouer. D'accord. D'accord. Alors là, c'est de cette manière, tu joues de cette manière au Mikado. Bah là, comme ça, tu vas me donner une question à la con. À la con. Est-ce que tu te trouves beau? Non. En fait, franchement, je me pose pas la question. Bah, la preuve, regarde, tu me chambres sur mes pompes. Ah non, je chambrerai pas. Je fais toujours un double nœud de cravate Élégance. que mon père m'a fait. En revanche, je suis bien dans cette. J'ai toujours été en costard. À Canal, j'étais en costard avec comme toi, une paire de tennis systématique différente. Quoi. Oui. Et donc cette paire de chaussures dont on ne connaîtra pas l'histoire et la raison pour laquelle tu la portes, elle a une raison valable. Ah oui, elle a une belle histoire. Je me sens bien dedans. Voilà, d'accord. Tu vois, je me sens bien dedans. Ok. Et je trouve que c'est aussi un signe à envoyer, je pense, dans le respect qu'on doit avoir dans notre beau pays, où par exemple à l'Assemblée nationale, voir des gens en jean troué, etc., quand tu as les huissiers qui sont tirés, mesdames et messieurs les huissiers, tirés à 4 épingles, bon, ça me fait un peu mal. Donc moi, je leur fais un petit clin d'œil de complice. Je repose ma question, est-ce que tu te trouves beau physiquement? Je m'entretiens. Voilà, je vais courir très très régulièrement parce que je suis un bon épicurien, donc faut être dans le contrat gagnant-gagnant. Est-ce que tu décides donc de casser ce Mikado en bousillant cette séquence? Bah rien, on va recommencer. Ok. Voilà. Ok. Alors là, Karl Olive, ça va très très mal se passer. Là, c'est des questions. Alors, on passe de la question pas cool à la question pas cool du tout. D'accord. Ok. Ah oui. Ah oui, tu cherches. Non, c'était juste, je le range. Ah oui, tu le ranges. Voilà. En fait, Karl Olive ne veut donc pas jouer, c'est intéressant que vous le sachiez, au Mikado. Tu as déjà joué au Mikado quand même. Ok. C'est quand la dernière fois que tu as dansé en discothèque? Alors, la dernière fois que j'ai dansé, c'est en discothèque il y a très longtemps, parce que pour le coup, j'y vais rarement en discothèque. Mais la dernière fois que j'ai dansé, c'est avant-hier. Parce que c'était la fête des grands-mères. Et j'ai fait une petite chanson de Jean Ferrat qui m'a permis de m'onduler un petit peu. D'accord. Une chanson de Jean Ferrat, laquelle? Moi, j'adore Jean Ferrat. Tu me poses une colle. La montagne est belle? Non, c'est pas La montagne est belle. Le poulet aux hormones? Non. Putain, fais chier. Alors, on va recouper, les amis, parce que là, c'est putain, fait chier, les amis. Nous, on est une émission sérieuse. Ah, que serais-je sans toi? Donc, je la repose. Jean Ferrat, c'était quelle chanson? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Exactement. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? C'est ça? Magnifique. T'as vu? Magnifique. Moi aussi, je me suis préparé Formidable. avant de te rencontrer à quelques vocalises. Donc, tu as décidé de ne pas jouer à ce jeu et donc tu as décidé en fait d'avoir toutes les questions pas cool puisque tu ne veux pas de questions cool. C'est un peu l'heure de vérité de Sabatier là. Exact. C'est Coluche en face qui dit j'ai fait mes 2 jokers et on attaque. Et je m'en fous. Voilà. Toi qui as lutté contre les puffs, qui as lutté contre le tabac, est-ce que tu as déjà fumé une cigarette avec du cannabis dedans? Absolument pas.
Jamais. Jamais une clope? Jamais. Si. Quand j'étais en cinquième, je me suis caché à 3 reprises pour fumer une demi-cigarette. Jamais. Et Jamais. puis à la maison, on avait un père qui a fumé longtemps dans sa vie et qui a arrêté de fumer du jour au lendemain en 1976. Et autant de dire qu'à l'époque où le père Olive était à la maison, il ne s'agissait pas qu'il trouve chez chacun de ses 4 premiers garçons un paquet, une clope, etc. Après, quand ils ont été majeurs, ça a été différent. Mais malheureusement, j'en reviens toujours à ça, mon pauvre frère Philippe est décédé d'un cancer du poumon. Donc j'ai vu ce que c'était la dégradation au fil du temps de quelqu'un qui malheureusement devient addict au possible. Mon frère Philippe, comme mon frère Jean-Marc d'ailleurs, quelques années plus tard. Et ce qui vient aussi expliquer tes engagements sur Bien sûr. la lutte contre le après, tabac, la nicotine et tout. Arnaud, oui, mais après, il ne faut pas non plus le faire simplement pour des velléités personnelles. Moi, ce n'est pas une revanche de vie que de haïr le tabac. C'est juste que je considère, et on le voit bien au quotidien, la dégradation que nos jeunes, d'ailleurs, peuvent avoir avec les dérivés du tabac. Effectivement, les puffs, mais pas seulement. Parfois, les sachets à billes pleines de nicotine. C'est insupportable. Et je le vois même, pour faire beaucoup de terrain, Arnaud, parfois à la sortie des écoles élémentaires. J'ai vu des CM2 se retrouver avec ces saloperies dans les mains. C'est un truc de fou. Donc oui, je suis un ardent combattant, je ne suis pas le seul, de ces sujets-là. Une dernière question, Mikado, qui d'ailleurs n'est plus une question Mikado, mais qui est une question absolument horrible. Tu lis quoi en ce moment? Alors j'ai lu une bio sur Lupin la semaine dernière pendant mes vacances. J'aime beaucoup Maupassant. Et il y a 1 mois et demi, j'ai relu Splendeur et Misère des courtisanes de Balzac. Très beau livre. Voilà. Après, j'aime bien l'été me poser pour me fondre dans un bouquin, souvent d'histoire. En Espagne, si j'ai bien compris. En Espagne, exactement. Ah ouais. Entre Valencia et Alicante. C'est ça. À Javea, Où tu fais des petites grillades en short. Exactement. Ouais. Là encore, le ridicule ne tue pas. Mais tu n'es pas ridicule. Je ne sais toujours pas pourquoi tu mets ces chaussures. Je les trouve par ailleurs pas ridicules. Non, mais que les choses soient dites. Et ça me permet aussi d'écrire. Là, par exemple, ça, c'est le moment où tu vas te poser pour écrire. Oui. Ouais, comme je dis, ça pisse avec le clavier. Puis quand ça part bien, je peux me lever très tôt. Le bouquin, là, par exemple, je l'ai terminé l'été dernier à la Clusaz pendant 3 jours où je me suis mis face à la montagne le matin de 9h jusqu'à 11h. Après, j'allais marcher et le soir de 15h jusqu'à 18h. Ah, tu faisais pas la piste de boss de Gros-Piron? Le mur d'Edgar. Le mur d'Edgar. Le mur d'Edgar. Okay. Non, tu l'as pas. Tu te l'as envoyé ou pas? Je l'ai envoyé la semaine dernière. Ah, d'accord. Avec mon fils de 12 ans. On peut faire un petit clin d'œil à Edgar Gros-Piron, si tu veux bien, qui vient de devenir le président des Jeux Olympiques de 2030, que j'ai connu à la Clusaz il y a quelques temps après 1992, quand il est devenu champion olympique des bosses, en jouant au foot. Voilà. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui était dans c'est ce Variety Club de France qu'on verra peut-être à la fin, parce que je crois que tu as envie de nous apporter une photo qui te tient à cœur et on la verra dans quelques instants. Mais le football. Tu as dirigé Chatou, j'ai vu que tu avais fait signer Basile Boli. C'est complètement incroyable. Avant qu'il rentre à Auxerre. Avant qu'il rentre à Auxerre. Ouais. À Auxerre. Ouais. Donc c'est le jeune Boli. Non. Avant, parce qu'il est retourné après à Auxerre familialement, etc. D'accord. Mais ses dernières rencontres, il les a faites à Chatou. Ouais. Mais parce que c'est des belles rencontres. Voilà, encore une belle rencontre, Basile Boli. Ouais, parce qu'il Basile, en fait, moi je suis à la direction des sports de Canal. Ouais. Basile présente une émission sur Canal Horizon, qui est le canal africain. Il est bien enveloppé et j'ai dit à Basile, tu viens t'entraîner avec nous de temps en temps. Tu vas te fendre la gueule et tu vas perdre du poids. Et donc il est venu 1 fois, 2 fois. Et puis il a vu qu'à Chatou on se prenait pas la tête. Et puis j'ai dit maintenant il faut que tu prennes une licence. Hein. Tu vas pas nous laisser comme ça. Donc ensuite il y a Chatou. Ensuite il y a Après Poissy. je suis à la Poissy, ouais, tout à donc, fait. 2 ans, j'ai vu que c'était assez court, Poissy. 4 ans Poissy, 7 ans Chatou. 7 ans Chatou. Voilà. Et alors là, c'est quoi? C'est le PSG maintenant? Non. Est-ce que c'est ça le rêve? De se dire, après tout, diriger un club de foot, c'est diriger le PSG. Non. Bah, quand on est dingue de foot. Oui, mais moi, quand j'ai dirigé la rédaction des sports de Canal, mais c'était une pléiade de stars. C'était la pléiade de stars des journalistes. Denis Balbir, Nathalie Yanetta, Thierry Gilardi, à qui on pense. Ouais, bien sûr. Grégoire Margoton. C'était incroyable. Ouais, c'est un vivier de talent. Donc ça, c'était juste exceptionnel. Et puis, on avait des consultants, dont l'un d'eux s'appelait, que tu connais, José Touré, qu'on appelait le Brésilien blanc à l'époque de l'équipe de France. Et je deviens ami avec José Touré. Et José Touré me fait rentrer au Variety Club de France en 2004.
Et je deviens président du Variété Club de France il y a 2 ans maintenant avec Jacques Vendroux. Donc, mais voilà, c'est des rencontres qui font qu'à un moment donné, si tu es tel que tu es toi et que tu es naturel, que tu te forces pas, que tu t'obliges à rien du tout, on est tel que, puis finalement ça fonctionne bien. Mais tu as dit quand même tout à l'heure, le ridicule ne tue pas, comme si tu avais le sentiment que parfois tu étais ridicule. Ah oui. Oui. Non, mais parfois, moi, je ne le pense pas, objectivement. Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il faut accepter de se planter et il faut accepter à un moment donné d'être rattrapé par la patrouille. Je te donne un exemple. En 2022, alors on va parler un peu politique, je me retrouve la veille de mon départ en vacances à une matinale de France Info qui dure une demi-heure. Je fais parfaitement bien les 28 premières minutes et je sors une boulette de chez Boulette sur les 2 dernières minutes. Et là, je me dis, c'est bien fait pour ta gueule, mon pote. Parce que ça c'est le jeu décisif, c'est que le match, il n'est pas terminé à la 90e minute, il y a aussi le temps additionnel. Donc on n'est pas monté dans le taxi. Exactement. Donc il faut toujours être concentré. Et c'est quoi la boulette? Parce que moi, la boulette, c'est qu'on était en train de parler de la Coupe du Monde, de la future Coupe du Monde de foot au Qatar, et on me passait des témoignages de politiciens qui disaient que c'était inadmissible, que là-bas il y avait les droits humains et ils n'avaient pas tort. Sauf que ces mêmes personnes étaient au gouvernement à l'époque où il y avait eu un championnat du monde de cyclisme et de handball au Qatar et que ça les a pas dérangés du tout. Et moi j'ai dit cette grosse boulette en disant, c'est comme si vous me parliez des 250 morts qu'il y a eu lors de la construction de la Tour Eiffel. Et là, je me dis, je ne suis pas sûr que ce soit très fin ce que tu as dit, bien sûr. D'autant moins que s'il y a eu 250 morts depuis la construction de la Tour Eiffel, pendant la construction de la Tour Eiffel, il y a eu un mort, et on va dire un mort par accident, qui est un mort de trop. Je fais une énorme boulette, et là, tout de suite, je m'excuse. En sortant du studio, je m'excuse sur les réseaux, etc. etc. Mais pourquoi? Mais personne ne te reprend en plateau. Personne ne me reprend en plateau. Oui. Non, mais en revanche, je me fais reprendre 2 volets, tout de suite. Évidemment, tout de suite partout. Et c'est normal. Donc il faut l'accepter. Donc de temps en temps, je vais sortir quelque chose et je me dis, bon, c'est peut-être pas, mais c'est moi. Et les gens me reconnaissent comme tel. Voilà. Avant de passer à notre dernière séquence sur le lieu ou l'objet qui tient à cœur, dans lequel tu vas te ressourcer, comment tu gères la pression et le stress? Parce que on a le sentiment que ça ne te touche pas, que tu arrives à te tirer de toutes les situations parce que tu maîtrises le langage, parce que tu maîtrises la parole. Si, ça me touche, Arnaud. Si, ça me touche, sauf que je ne peux pas, je ne peux pas faire ça, et notamment par rapport à ma famille. J'ai été menacé de mort. La semaine prochaine, je suis sur une audience au tribunal, justement parce que la personne a été retrouvée, elle est condamnée, fortement condamnée, et ça c'est très bien, non pas pour elle, mais c'est pour montrer aussi que dans ce pays… Des gens qui ont voulu rentrer chez toi, me semble-t-il. Ouais, puis malheureusement, c'est mon gamin de 11 ans qui se retrouve là et qui n'a rien à voir là. Donc je protège aussi ma famille par rapport à ça. À ce point-là. Ah oui. Moi, j'ai une personne qui vient en robe de chambre à 7h30 du matin pour m'égorger avec une arme blanche devant chez moi. Et cette personne-là, me ne trouvant pas, vient m'attendre à la mairie de Poissy. Mais ça m'est arrivé 3-4 fois déjà. Je me plains pas parce que je suis pas du tout une exception dans tout ça. Je dis simplement que toucher un élu, c'est comme toucher un policier, c'est comme toucher un enseignant, c'est comme toucher un arbitre. On est en pleine actualité par rapport à cela. C'est pour moi abîmer la République et donc abîmer la France. Et ça, c'est pour moi insupportable. Donc tu déposes plainte. Donc je dépose plainte et je le fais savoir. Et je dis aux maires de France, peut-être qui nous regardent, qu'il faut absolument le faire savoir. Parce que ça, c'est juste inacceptable. C'est juste inacceptable. Et donc, mon exutoire… Pas envie de poser les gants? Au contraire. Tu te dis, mais c'est pas possible, je mets en danger mon fils, pression. Évidemment. Tu te poses la question. Évidemment. Alors, j'ai eu une protection policière pendant jour et nuit. Pendant 6 mois, 2 fois par jour, 2 fois par nuit, les policiers rentraient à la maison, avec les caméras qui sont fixées sur mon domicile. Mais encore une fois, je veux pas trop parler de ça. Ce que je dis par rapport à la parade, l'antidote pour le stress, Arnaud, pour moi, c'est le sport. Donc, je vais 4 fois par semaine, je fais une sortie de vélo, beaucoup de courses à pied. Tu cours avec les agents? Parce que j'ai vu que les agents pouvaient courir, ce que tu dis. Tous les samedis. Il y a du sport tranquille, puis il y a aussi du footing. Exactement. Tous les samedis, la cavalcade, de 9h à 10h. Qui pleuve, qui vente, qui gèle, 9h, donc, 10h. Basket, là tu mets pas ces chaussures-là. Ah non, je mets pas ces chaussures-là. Ouais, d'accord. Je me dis, là, si tu cours avec ces chaussures-là, je mets pas ces chaussures-là. ça marche pas. Mais voilà, c'est un bel exutoire. Heureusement,
Ça, heureusement que le sport vous permet c'est de la détox complète, mais on pourrait dire la même chose certainement du théâtre, tu vois, de la chanson. Toi, c'est le sport en tout cas. Oui, c'est le sport. Le sport et puis d'évacuer. oui, puis le sport et la chanson. J'aime beaucoup ça. En tout cas, je voulais te remercier pour la belle partie de Mikado qu'on avait faite parce que tu t'es investi, tu t'es impliqué et on a fait une belle partie. Là, le jeu est quasiment rangé. Voilà. Tu aurais presque pu le remettre directement dans la pochette, mais bon, je m'en occuperai évidemment, Karl. On termine notre dernière séquence. Notre lieu, votre lieu, votre objet. Cet objet ou ce lieu qui permet de vous ressourcer. Un lieu, une photographie, celle-ci en particulier choisie par Karl Olive, c'est vous qui me l'avez apportée pour tie-break jeu décisif. Je la montre plein pot, comme on dit dans le métier, on parle entre collègues finalement, parce que là, je vois sur cette photo un garçon souriant, une jeune fille souriante. Qui c'est ? Ma sœur Brigitte Henriquez. Et c'est une belle histoire parce que, en fait, et derrière, il y a l'hôpital de Poissy, je vais vous en parler dans quelques instants. Ça, c'est le terrain de Poissy, c'est le terrain d'entraînement, ça ? Ça, c'est le terrain du centre hospitalier intercommunal de Poissy, qui est juste en face de l'hôpital, où j'ai une licence depuis une trentaine d'années, ce qu'on appelle à l'époque le foot corpo. Alors, il se trouve que Brigitte est née en 1971 et que mon père voulait absolument une fille. 1956, il a un garçon. 1957, il a un garçon. 1958, il a un garçon. 1961, il a un garçon. 1969, il a un 5e garçon. Et 1971, il a une fille. Donc en fait, il fait des enfants pour avoir une fille. Exactement. Pardon, on veut être un peu logique. Mais c'est un peu ça. Je suis pas sûr que si jamais ma petite sœur fût née dans le deuxième, je serais peut-être pas en face de toi. Donc 2 ans d'écart. 2 ans d'écart, mais le fait est que mon père, qui voulait une fille, voulait évidemment que cette fille devienne la Nadia Comaneci des temps modernes, la fameuse gymnaste internationale roumaine qui a été exceptionnelle en 76 à Montréal. Sauf que Brigitte, qui va jouer dès son plus jeune âge avec les 5 frangins, va pas devenir gymnaste, elle va devenir footballeuse. Et nous autres, les 5 frangins, on a toujours voulu être footballeurs professionnels. Il y en a un qui a réussi, plutôt une, ma sœur. Et ma sœur est devenue internationale. Il a fallu convaincre mon père de la laisser jouer au football. À ce point-là ? Ah oui, de la laisser jouer au football. Pour lui, c'était pas un sport de fille, pour le dire. Ah oui, non. Et puis lui, il n'avait pas une fille pour jouer au football au départ. Et du jour où il a vu ma frangine, le premier match où elle a dû mettre 8 buts, etc., il est devenu son supporter. Donc il est devenu accro, addict, son agent, son supporter. Mais il était partout, il découpait tout. Et donc j'ai mis cette photo parce que moi j'ai grandi avec ma sœur en fait. On a 13 ans d'écart. Très proches. Oui, on est très très proches. Alors là, on est en plus, tu vois, on est affûtés. Là, ma frangine a été 5 fois championne de France et moi j'ai été champion de France avec en équipe de foot d'entreprise. Et j'aime bien cette image parce qu'en plus elle est à Poissy. Donc on est chez nous, pardon. Vous êtes super souriant. Oui. Et puis derrière, il y a l'hôpital de Poissy. Et l'hôpital de Poissy, c'est où j'ai rencontré mon épouse. Ça fait 30 ans, sur un lit d'hôpital où elle était infirmière et j'étais son patient. Donc je trouve que cette image, elle dit quelque chose. Dans ta vie, autour de la famille, dans des piliers fondamentaux, c'est la famille, c'est la fidélité. L'humain. C'est l'humain. Oui. On le voit aussi là. On vous voit affûté parce que vos jambes sont bien musclées. C'est quoi ? C'est avant un match, après un match, parce qu'elle tient le ballon. Oui, mais ça c'est un petit match. C'était un petit match amical où. Mais elle jouait mieux que toi, ta sœur, ou pas ? Ah oui, elle jouait mieux que moi, bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Non, mais moi je suis pas une référence dans le métier, ça se saurait. Hein. C'est pas parce que je mets une lucarne. Oui, mais c'est parce que je mets une lucarne que ça suffit pas. Donc tu as rêvé d'être pro, toi, ou pas ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu en as rêvé ? Ah oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu devenir pro ? C'est le sol de Peter. C'est qu'on a un plafond. Et le jour où je me suis aperçu que je ne serais pas professionnel de football, je suis devenu arbitre. Je suis devenu arbitre jusqu'en Ligue 2. Et puis le jour où j'ai vu que je ne pourrais pas être arbitre international, j'ai arrêté d'être arbitre. Je suis redevenu footballeur. Puis après, voilà. Sacrée soif de réussir quand même. Sacrée soif d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut aller. Et d'accepter aussi, lorsque tu arrives au point limite. Oui. Et la politique, c'est ça. Hein. Moi, je peux très bien citer mon adversaire en politique, on va se bouffer la gueule, on va se taper sur la gueule, projet contre projet. Mais si tu gagnes, je vais venir te serrer la main et je vais dire bravo, tu as gagné. Esprit sportif, quoi. Oui, et je me dirais, s'il a gagné, c'est qu'il est meilleur. Et s'il est meilleur, c'est que tu es moins bon. Et si tu es moins bon, il faut te poser les bonnes questions.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, tu es dans une phase là, de ta vie où tu es encore dans l'espoir de devenir pro, là, sur cette photo? Non, là, je suis… Là, tu as déjà réglé l'affaire? Oui, non, j'ai réglé l'affaire d'être professionnel. Mais j'ai Ok. pas réglé l'affaire d'être le meilleur la strate de foot d'entreprise. Voilà. Juste avant de partir, le sport raconte plein de choses. Moi, je pratique le tennis. Ouais. Et je peux en parler Ouais. pendant des heures. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le football? C'est quoi l'intelligence de ce sport? Alors, je dirais pas l'intelligence, c'est presque de la provoque Non, mais je veux dire, qu'on peut entendre. qu'est-ce que… Je dis juste l'ai fait exprès de dire oui, intelligence. mais je dirais que moi, l'image du sport en général, du football en particulier, c'est le football de Platini. C'est-à-dire, c'est le football d'artiste, c'est le football d'artisan. Il faut que le football reste un métier d'artisan, entre guillemets. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, quoi. Oui, mais il faut que ça le reste. Il faut qu'on ait entre guillemets des extraterrestres qu'on n'a plus forcément, qui soient libres de leur mouvement sur un terrain de football. On n'a plus ça. Non. On n'a plus ça. Mais Parce que c'est l'argent, les entraîneurs. Oui, c'est lié aussi à la société. C'est lié à la société, à cette société de business où finalement le naturel, on perd l'humain. La politique, notre société, elle est gangrénée par quoi? C'est qu'on n'a pas d'humain au cœur de nos organisations. On travaille sur des tableaux Excel, etc. La fameuse bureaucratie, là. Oui, la technostructure, l'intelligence artificielle, etc. Mais si on pouvait mettre un tout petit peu d'humain, pour ça que je dis souvent qu'aimer les gens, ça s'apprend. Ce que d'ailleurs est décrit très largement dans ce livre. C'est pas les tableaux Excel, là, c'est la réalité d'un Oui, homme. et ici, dans ce bouquin, On n'est pas KO, Arnaud, par le menu, j'explique comment on peut se mettre en mouvement pour, en tout cas, être très compétitif dans une séquence électorale. Si devant votre petit écran… Tu écris écran… souvent un livre un an avant les élections. Non, Non. non, non. Mais je pense que pour le coup, c'est assez opportun parce que les personnes qui veulent se lancer à l'attaque d'une conquête d'une mairie, il y a tout dans le menu là. Il y a tout par le menu. Entièrement Et ça, on va pas le voir en troisième année ou en MBA ou en master de journalisme ou je ne sais où. Hein. Ça, c'est du vécu. Ça, c'est aller sentir le cul des vaches. Mais c'est ça que les gens aiment quand tu parles comme ça. Ils aiment aussi le côté. J'ai pas fait de grandes écoles, je sors pas de Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA. Oui, moi, je vous parle de la vraie vie. Oui, mais Arnaud, je vous parle des gens simples. C'est ça ton message. Oui, c'est exactement ça. C'est ça ton message. Ouais, tout est possible. Rendre possible l'impossible. Enfin, tout est possible et parfois impossible parce que tu n'as pas pu devenir pro au foot. Il y a des choses qui sont impossibles. Oui, mais j'ai eu le bonheur de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que on m'a dit d'aller, jusqu'au moment où on m'a dit, voilà, le niveau il n'y est pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et j'ai toujours eu cette même approche. Donc tu m'as pas dit dans 5 ans, tu te vois où? Parce que je le sais absolument pas. Tu aimerais te voir où? Je sais, franchement, je sais absolument pas. Tu vois, il y a des municipales l'an prochain. Oui. Est-ce que je vais y participer directement ou indirectement? Au moment où on se parle, j'en sais strictement rien. Tu préférerais revenir maire de Poissy que d'être dans la députation où tu te sens peut-être moins utile? Non, parce que je pense que malgré tout, j'essaie de faire avancer modestement, humblement notre beau pays. Et on a un beau pays. Mais c'est vrai que quand tu passes d'être maire où tu es 100% dans l'exécutif à la députation où tu es 100% dans le législatif et 0% dans l'exécutif, c'est sûr que c'est différent. Ça peut être très complémentaire. C'est pour ça que je milite évidemment pour le retour du cumul député et maire. Et qui est assez cohérent d'ailleurs. C'est assez cohérent puisqu'on fait remonter de la base. C'est d'ailleurs l'objet de ce livre, je leur dis, qui sont des éléments très concrets d'un élu de terrain qui peuvent d'ailleurs être utiles et même, pourquoi pas, créer des lois, des propositions, des projets de loi. À lire ce livre parce qu'il permet aussi, car le livre, de te découvrir, parce que tu racontes aussi beaucoup de choses de toi et puis des propositions concrètes. Merci Karl d'être venu. Merci Arnaud, je suis ravi. J'ai pris un pied total à faire ce Mikado avec toi et tu reviens quand tu veux dans Time Break. Ça va te marquer. Ah, ça va me marquer et je ne saurais donc toujours pas pourquoi tu portes ces jolies chaussures dorées de chansonnier. Tu nous as pas chanté. Tu chantes quoi en ce moment? Je peux chanter plein de choses. Ça dépend de l'humeur du moment. Mais par exemple, c'est quoi ton humeur là? Moi, je te dirais le premier pas. J'aimerais que tu fasses le premier pas. Tu sais, Arnaud, tu sais pourquoi. Bon, pour en faire d'autres. Hein. Merci Karl, c'était un plaisir. À très bientôt Arnaud. Merci beaucoup, merci d'avoir fait ce petit détour ici au Mikado, qui est un lieu magique, qui est un lieu art déco, qui est un lieu au cœur de Pigalle, pour peut-être nous ouvrir un tout petit peu, fendre un peu l'armure. Ouais. Merci à vous, merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne pour faire cette émission. Vous nous retrouvez en podcast et sur tous les réseaux sociaux évidemment. Je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles rencontres incroyables avec des jeux décisifs toujours les plus décoiffants. Je vous dis à très bientôt, bye bye.